parlerai de moi à la troisième personne, vous me le dites surtout. Hein. Bien, donc effectivement ce soir, je vais essayer de vous parler des plus... on va aller tout simplement faire une folle aventure ce soir. Hein. On va faire une aventure, on va aller à la poursuite des plus anciennes roches de France. Alors déjà, vous avez compris que la façon dont j'ai fait le titre, je ne vais pas faire un cours de fac, hein, d'autant plus que là, je me suis dit, on va faire un truc light. Donc là, on va à peine faire un truc de 2 heures, et puis ça suffira amplement. Hein. D'accord, 1h30, top chrono. Donc je vais vous parler tout simplement un peu de mes vacances. Alors il y aura quelques photos de vacances. Alors moi à la plage, moi en maillot de bain, tout ça. Et puis on va voir des grosses boules de granit. On va voir de très très belles choses. Et notamment, on va voir également du patrimoine. Ce soir, on va pas faire que de la géologie, on va aussi faire du patrimoine. On va faire de l'histoire un petit peu, puisque dans les vieux bâtiments, évidemment, il y a souvent des roches très intéressantes qui décrivent souvent le souterrain, le substratum rocheux. Donc bien sûr, je me suis intéressé à la Bretagne. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous parler de toute la Bretagne, parce qu'il faut bien se rendre compte que le sujet est extrêmement vaste. Le massif armoricain, je pense qu'on pourrait en faire une semaine non-stop dessus, et encore, on ne serait pas encore assez exhaustif. Donc du coup, je ne vais vous parler que de ce que j'ai vu, tout simplement, cet été, et en particulier de cette folle quête des plus vieilles roches de France. Alors bien sûr, la Bretagne, vous connaissez, le Finistère, avec cet éperon rocheux qui plonge vers les eaux de l'océan Atlantique, avec bien sûr cette succession d'îles absolument extraordinaires, on va en voir quelques-unes, et on va surtout se concentrer sur donc la côte d'Armor, sur les côtes du nord, notamment l'île Bas, l'île Vierge qu'on ira voir tout à l'heure, et puis on ira se rapprocher bien sûr des granites de Trégastel et de Ploumanac qui sont absolument superbes. Alors bien sûr, le duché de Bretagne, on ne va pas vous faire l'histoire, hein, quand même un duché qui a une histoire très riche, depuis le Xe siècle jusqu'au XVIe siècle, c'est un duché indépendant avant d'être rattaché bien sûr à la couronne de France. Je passe, mais on va voir que le patrimoine bâti est très riche et il y a eu des richesses par le passé absolument immenses. Alors bien sûr, on va se concentrer ici sur cette région-là, donc vraiment le Léon, ça s'appelle le Léon, sans Luc Besson bien sûr, hein, et on va voir un petit peu la géologie locale et le patrimoine local. Bon, je passe les routes. Ensuite au niveau du relief. Alors, au niveau du relief, si vous cherchez des grandes montagnes dans le massif armoricain, ben, pas très très élevé, hein, puisque les points culminants sont les monts d'Arrée, hein, les monts d'Arrée, dont voici ici une très jolie photo que je n'ai pas prise, parce qu'hélas il y avait du brouillard le jour où j'y étais. Hein. En fait, là, c'est à peu près une fois tous les 10 ans, un truc comme ça. Hein. Ce n'est pas qu'une légende, le coin. Hein. Excusez-moi, parce que j'étais un petit peu refroidi par la météo. 10 jours sur place, 10 jours de pluie. Hein, comme ça. Voilà, excusez-moi. Donc, toutes les photos avec du soleil, c'est photoshopé, c'est truqué avec les effets numériques et tout ça. Hein. Voilà. Donc, les monts d'Arrée, vous voyez que sont très jolis, mais en fait, à l'arrivée, c'est pas très élevé. Notamment, le roc Trévézel, 364 mètres. Le point culminant étant le roc rouge, le rocher rouge en breton, qui culmine à 385 mètres d'après les dernières mesures GPS. Jusqu'à présent, c'était le roc Trévezel qui était le plus haut. En fait, ils se sont rendus compte récemment que c'était le roc rouge qui faisait 20 mètres de plus. Donc voilà, c'est pas très élevé, c'est le point culminant de la Bretagne. Alors au niveau géologique, il suffit de se pencher un petit peu sur la carte géologique du BRGM. Et on voit de suite quand même qu'il y a des vestiges de roches très anciennes. Et si vous cherchez effectivement des roches très anciennes, c'est vraiment dans le massif armoricain qu'il faut aller, puisque vous avez bien sûr des vestiges de la chaîne hercynienne. Alors je ne vais pas tout répéter, tout rappeler. La chaîne hercynienne, c'est en gros le massif central, c'est l'orogénèse hercynienne qui a eu lieu en gros il y a à peu près 400 millions d'années, mais aussi une chaîne de montagnes encore plus ancienne, la chaîne cadomienne, dont je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu la formation. Donc ça c'est des roches beaucoup plus anciennes qui ont aux alentours de 600 millions d'années, hein. Donc le Briovérien étant la fin du Précambrien. Et donc vous voyez que si vous cherchez des roches anciennes, ben, il faut plutôt aller au nord de la Bretagne et pas au sud. Au sud, vous avez essentiellement des granites hercyniens qui ont en gros 300 millions d'années. Au nord, on va avoir des granites, certes hercyniennes, tout ce qui est rouge, c'est hercynien, tout ce qui est mauve, ce sont des
formation du Cadomien, c'est-à-dire de l'orogénèse encore précédente, qu'on ne rencontre pas forcément dans le Massif central d'ailleurs. Voilà une autre carte géologique simplifiée, tirée à partir de la carte au millionième, où on voit quand même de grandes structures faillées très importantes, qui sont en fait la trace de collisions continentales absolument énormes. Il faut bien se rendre compte que le massif armoricain est vraiment le vestige d'une longue histoire de la Terre. En gros, une histoire qui a commencé, on va le voir, avec les plus vieilles roches de France que je vous amènerai à découvrir au fil du temps. C'est une longue enquête, bien sûr, avec de nombreux dangers, puis on va transpirer beaucoup. Mais bien sûr, on va voir aussi qu'il y a eu d'autres orogénèses, l'orogénèse cadomienne, l'orogénèse hercynienne ou varisque, donc tout ça, ça va nous amener sur pratiquement, on va dire, 2 milliards d'années d'histoire géologique. Alors vous voyez que c'est essentiellement des roches du socle, hein, c'est vraiment des granites, des gneiss, des orthogneiss. Les orthogneiss, ce sont des granites qui ont été métamorphisés. Hein. Les paragneiss, je vous en parlerai aussi, ce sont des roches sédimentaires qui ont été métamorphisées. Donc vous avez essentiellement des roches métamorphisées, c'est-à-dire des roches qui ont subi une forte cuisson à forte température, sans fondre, attention, hein. La plupart en tout cas n'ont pas fondu, et ça donne ces roches métamorphiques. Et on va les voir. Donc, quand on analyse les grandes structures géologiques de l'Europe, on se rend compte que le massif armoricain est un véritable carrefour de grandes failles. Là, vous avez vraiment des failles majeures. Là, on voit la faille de Villefranche, d'ailleurs, qui est un accident majeur de l'Europe. Et puis, bon, vous voyez que lorsqu'on repositionne le bloc ibérique tel qu'il était à la fin de l'orogénèse hercynienne, eh bien, on a des continuités. Tout ça, on va essayer de comprendre un petit peu ces grandes sutures. Hein. On va voir un petit peu tout ça. Donc, en gros, le massif hercynien, c'est 3 blocs. La zone nord-armoricaine qui va nous intéresser ici. La zone centre-armoricaine qui est plutôt constituée de sédiments métamorphisés d'époque silurienne, voire un petit peu cambrienne éventuellement. Et puis, la zone sud-armoricaine qui est très clairement hercynienne, donc époque massif central. Si je me focalise un peu plus ici sur le Finistère, je me rends compte ici, donc, ce fameux domaine du pays du Léon, que nous allons explorer en détail, et le domaine également nord-breton de Saint-Brieuc, qui sont des nappes de roches qui datent véritablement du Cadomien. Et c'est dans ces roches cadomiennes que l'on va essayer de retrouver les fameuses plus vieilles roches de France, qui elles sont beaucoup plus vieilles. Je rappelle que le Cadomien, c'est 600 millions d'années. Les plus vieilles roches de France, elles auront 2 milliards d'années. Donc c'est beaucoup plus vieux. Alors bien entendu, un peu de fleurs, bien entendu. Quand vous vous baladez en Bretagne, vous tombez sur ces magnifiques hortensias d'un bleu éclatant, voire mauve. Tout ça, c'est lié aussi à la géologie, puisque effectivement, en fonction de l'acidité des sols, de la richesse en silice notamment, eh bien, vous allez avoir des hortensias de plus en plus bleues, de plus en plus pétards, et bien entendu, comme il pleut énormément là-bas, les hortensias sont bien plus jolies qu'à Elvis, par exemple. Donc voilà, de très jolies hortensias, d'autres variétés d'hortensias, et on va voir donc notamment les églises qui sont très belles. Alors, première escale, Morlaix. Morlaix, je me suis dit, je n'ai pas une dent contre la Bretagne, on va aller à Morlaix, et effectivement, Morlaix est une très très belle ville, ancienne ville portuaire, un port très riche du commerce notamment, il faisait des bateaux pour l'armée à l'époque, mais aussi il faisait également le commerce du lin, et ce commerce du lin a considérablement enrichi toute la région, on va voir comment. Au passage, au 19e siècle, ils ont construit cet extraordinaire viaduc ferroviaire qui était un défi technologique à l'époque, hein, entièrement construit en granit, un défi technologique digne du viaduc de Millau aujourd'hui. Sauf qu'imaginez qu'on ait construit le viaduc de Millau en plein milieu, ce qui n'est pas le cas. Là, ils ont carrément fait le viaduc en plein milieu. Il passe juste à côté de l'église du 15e siècle. On est passé à 2 doigts de la démolir, carrément. Hein. Bon, à l'époque, le patrimoine, mais bon, ils étaient bien contents d'avoir un viaduc parce que ça voulait dire qu'ils avaient le train à côté et ça a complètement désenclavé la région. Et ainsi, ça a permis de rebooster le commerce local qui était tombé en désuétude depuis les interdictions de commerce avec l'Angleterre à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, ces roches, il faut savoir que les granites qui ont servi à faire ce viaduc ne viennent pas du coin de Morlaix, mais viennent d'une île, l'île de Bas, qui est au large. En fait, c'était plus pratique de piquer les boules de granit sur l'île, de les amener en bateau jusque-là, plutôt que de les excaver sur place. Donc, vous voyez un petit peu l'histoire. Alors,
petite escale, je vous montre juste ma petite résidence d'été, parce qu'il faut bien quand même un petit peu se poser. Hein. Donc, voilà, on ne s'embête pas, ça paye bien les profs. Hein. Oui, mais j'ai une assistante à côté, c'est pour ça. Voilà. Et oui. Et voilà ma chambre, était dans cette magnifique tour, donc ça m'a permis de réfléchir sur l'avenir de l'humanité et le passé lourd de la Terre. Alors, d'autres bâtiments à Morlaix racontent l'histoire géologique locale. Notamment ici, vous avez d'anciens grès très intéressants qui servent à faire les encadrants des fenêtres. Et puis, dans les murs, vous avez des schistes assez particuliers. En fait, toutes ces roches, même les calcaires, sont des roches du Silurien. Hein. C'est du Silurien, du Dévonien. Alors, pour vous situer, c'est des roches qui ont quand même 400-450 millions d'années pour vous donner une échelle. Hein. Donc, c'est beaucoup plus vieux que les calcaires de Bozoul qui ont à peine 100 à 150 millions d'années. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus vieux. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse un petit peu au patrimoine local autour de Morlaix, hein, Morlaix est ici, on voit tous les petits villages qui sont autour, on va voir un petit peu un échantillon de dégustation de tout ça, puisque ça va nous donner une idée de la géologie locale également. Alors on se balade à la campagne, je cherche un petit peu, vous savez que je vais trouver ces roches. Bien sûr, je ne suis pas parti comme ça à l'aveuglette, je tombe sur des petits châteaux sympathiques. Là, vous avez ici un très joli pigeonnier, hein, tout en granit, magnifique. Un petit château du XVe siècle, où on voit notamment ici ces jolies toitures en ardoise locale. Donc ça sous-entend bien sûr qu'il y a ardoise dit bien sûr schiste, voire micaschiste. Donc on est typiquement dans des roches métamorphisées, sauf que là c'est du métamorphisme herstinien de l'époque Massif central, donc c'est pas les bonnes roches qui m'intéressent. Par contre vous voyez un petit peu l'utilisation des roches locales, c'est du granit en fait. Hein. L'essentiel du sous-bassement que je vais trouver, du sous-sol local, c'est du granit, avec lesquels ils ont pu construire les escaliers, notamment magnifiques escaliers entièrement sculptés, c'était ça 500 ans, ça, dans ce très joli petit château à côté de Roscoff. Donc le granit, effectivement, a servi à construire beaucoup de choses en Bretagne, et effectivement là, sur cette carte, vous voyez ici tous les petits points où on a exploité le granit. Donc, et notamment, on va aller voir maintenant, alors l'île de Bas, je vous l'ai dit, hein, c'est là où ils ont récupéré notamment les boules de granit pour faire le viaduc de Morlaix. D'ailleurs, c'est pour ça que sur l'île de Bas, il n'y a plus de boules de granit, parce qu'ils ont tout piqué. Hein. Ils n'étaient pas contents. Hein. Bon, passons. Et donc, si vous cherchez des boules de granit, il faut aller à Welgot, et nous y allons maintenant. Ah, ça c'est joli, ça. Vous avez, dans une forêt digne d'un conte de fées, parce que ça c'est vraiment beau, parce que c'est très humide, donc il y a toujours un petit peu de brume, on peut comprendre pourquoi cette forêt est un petit peu mystique, avec des fées, avec des trolls, avec des trucs, des espèces de légendes locales. Et puis vous avez ces chaos granitiques absolument colossaux, on voit l'échelle avec les gens, hein, c'est digne du Sidobre, mais encore plus beau, je dirais, presque d'ailleurs. Avec ici notamment des endroits au nom improbable, le ménage de la Vierge. Je peux vous dire que la Vierge, elle a fait le ménage. Hein. Donc là, ça rigole pas, elle ne devait pas être contente ce jour-là. Hein. Donc voilà des quelques noms. Ensuite, ici, une espèce de champignon granitique qui émerge de la forêt. Donc, bien sûr, là, on est dans des chaos granitiques. C'est le relief typique de l'érosion des granites. Ou ici, encore, cette espèce de caillou improbable, cette espèce de bloc rocheux gigantesque qui fait peut-être, je ne sais pas, 50 tonnes, hein, qui est en équilibre sur son socle. Alors, bien sûr, je fais un petit rappel pour vous raconter que les massifs granitiques, bien sûr, se fissurent, bien sûr, au moment du refroidissement. Puis l'eau va s'infiltrer, va peu à peu dissoudre les minéraux les plus tendres, comme les feldspaths ou les micas, et bien sûr sous climat plutôt tropical, c'est pas aujourd'hui, et tout ceci va finir par dissoudre et au final le dégagement des blocs rocheux qui restent en place bien entendu, hein, mais qui vont former donc cette espèce de chaos granitique que vous venez de voir. C'est le même phénomène qui s'est produit dans le Sidobre, dans le Tarn. Autre escale très intéressante, ici, pas très loin de Brest, vous avez un gisement d'une roche qu'on ne trouve que là. On ne la trouve que là. D'ailleurs, même les vieilles cartes géologiques la décrivent comme vraiment une espèce endémique de roche. Vous savez, on ne la trouve que là. C'est la Kersantite près du hameau de Kersanton. D'ailleurs, elle porte le nom du hameau dans lequel on l'a trouvée. Donc voici le filon, ici, où on trouve ce Kersanton. Je crois qu'il n'y a qu'un seul autre exemple en Écosse de ce type de roche très intéressant.
Alors je me suis renseigné, parce que quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit c'est bizarre, cette roche noire, toute micro-grenue, c'est-à-dire qu'elle a des tout petits cristaux à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une lave? Est-ce que c'est un sédiment? On ne sait pas trop. Les gens du coin vous disent ah mais ça c'est un granit. Alors oui, le granit, vous savez, c'est une espèce de pot pourri où on met tout et n'importe quoi. Un peu comme quand vous allez vous faire votre pierre tombale, et puis vous dites ah, ça c'est du granit, ou alors ça c'est du marbre. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, on va voir que cette roche très particulière, donc vous voyez ici un petit peu les figures d'altération, est une roche filonienne en fait. Hein. Donc le granit peut être une roche filonienne aussi, mais en fait très exactement, c'est ce qu'on appelle, elle appartient à la famille des lamprophires. Alors qu'est-ce que c'est des lamprophires? Ce sont des roches magmatiques subvolcaniques. Traduction, une roche magmatique, c'est comme le granit certes, c'est-à-dire c'est une roche issue de magma, mais subvolcanique, c'est comme je l'ai marqué ici, c'est-à-dire qu'elle se trouve sous un volcan. Elle n'a pas atteint la surface, elle est restée en profondeur dans les filons dans lesquels elle a refroidi, mais elle a refroidi quand même un peu plus rapidement qu'un granit, entraînant donc une microcristallisation, donc un grain très fin. De plus, elle est plutôt généralement de couleur sombre, donc je passe les détails plutôt mélanocrates. Et pourquoi elle est plutôt de couleur sombre? C'est parce qu'à l'intérieur, elle contient notamment un peu plus de mica. Hein, du mica, notamment de la biotite, du mica noir. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, je vous ai juste trouvé un petit schéma pour vous montrer un petit peu comment s'est formée cette roche. C'est ce qu'on pourrait appeler un granit d'anatexie. Alors, excusez-moi les termes, parce que je dois expliquer très rapidement, sinon on va passer la nuit. C'est tout simplement que, au moment de la collision de deux masses continentales, vous avez ici une des deux masses qui va être enfouie à très grande profondeur, la température augmente et la roche continentale va fondre. Et en fondant, elle va générer un magma qui va finir par remonter par différence de densité et générer donc un nouveau granit. Voilà, tout simplement. Donc voilà en tout cas l'explication qu'on donne aujourd'hui de cette roche. Donc je passe ici, hein, vous voyez un petit peu la fusion partielle qui se fait au niveau de la base de la croûte continentale. Ce qui est jaune ici, c'est la croûte continentale, et ce qui est dessous, c'est le manteau composé d'une autre roche qu'on appelle la péridotite. Et donc tout ceci va fondre à ce niveau-là et générer donc un magma granitique. Je n'ai pas le temps, hélas, de détailler, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a des filons enchâssés dans d'autres roches avec d'autres caractéristiques. Alors bien sûr, attention, tout ça c'est au bord de mer, vous voyez les coquillages, donc ça a été aussi altéré par la mer, donc il faut, disons que c'est assez joli à voir, mais c'est là que ça a été exploité pour faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette kersantite du hameau de Kersanton a été repérée dès le Moyen-Âge comme une roche très intéressante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'exploite, elle est tendre. On peut la travailler très facilement. Et lorsqu'on va la laisser ensuite à l'air libre et en contact avec l'humidité, plus elle va être soumise à l'air et à l'eau, plus elle va durcir et devenir très très solide. Et ça, c'est très intéressant pour la sculpture, bien entendu. Là, c'est pas comme le grès de la cathédrale de Rodez, par exemple. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Et avec ça, ils ont fait des merveilles. Là, vous avez ici tous les calvaires bretons qui sont entièrement sculptés avec ça. Hein. Donc, voilà deux types de kersantite. Donc, une plus sombre, qui est donc vraiment de Kersanton, et une qui est un petit peu à côté, un peu plus claire, mais moins intéressante car plus fragile. Donc, voilà ici une autre photo. Là, on est dans le village de... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, ce petit village. Il y a Guimillot et il y a Saint-Tégonec, absolument, c'est celui-là. Je n'ai pas pris mes fiches. Donc, ce qui est intéressant de voir également dans le patrimoine breton, c'est cette tradition des enclos paroissiaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'église dans des petits villages rikiki. Ils ont fait des églises dignes d'une mini-cathédrale, absolument extraordinaire. Le tout est entouré par un enclos ici avec un arc de triomphe. Traditionnellement, il y a toujours le grand bâtiment ici qui est un ossuaire dans lequel on stockait les eaux et qui servait également de chapelle annexe. Et puis tout le pourtour, c'est un cimetière. Et puis, bien entendu, avec la tradition des fameux calvaires bretons qui sont de véritables leçons de catéchèse de pierre. Il faut dire les choses comme c'est. Voici toujours Saint-Égonec ici. Vous avez ici des clochers extrêmement ouvragés. Moi, j'étais très surpris. Je me suis dit, mais c'est pas possible que des petits villages comme ça aient pu faire de telles merveilles. Mais comment ont-ils fait tout ça? Tout simplement parce que, à une certaine époque, toute la région s'est considérablement enrichie avec le commerce du lin.
Avec ce lin, ils fabriquaient notamment des tissus qui servaient notamment pour être vendus dans toute l'Europe. Hein, c'était vendu dans toute l'Europe, ça servait à faire les voiles, etc. Donc tout ça, ça a rapporté une fortune absolue dans le coin. Et évidemment, avec cet argent, eh bien, il se construisait à l'époque, aujourd'hui on se ferait des villas avec piscine, à l'époque on se faisait une magnifique église avec un joli crucifix pour gagner le paradis. Et effectivement, je dois dire que quand vous voyez la richesse des sculptures, tout le village avait participé à cette œuvre qui s'étend en gros de la fin du XVIe jusqu'au début du... non, pardon, de la fin du XVe, début XVIe siècle. Donc c'est quand même assez fou au niveau de la richesse. Alors, bien sûr, on pourra analyser ça pour voir un petit peu ce que ça signifie. Ah non, non, c'est pas... Alors par contre, les sculptures sont quand même en hauteur, quand même. Hein. Elles sont scellées avec un ciment, enfin un ciment avec un mortier. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les statues ne sont pas isolées. Elles sont par groupe, en fait, ces statues. Donc, je pense qu'un voleur mal attentionné aurait du mal à tout déceler, quand même, il me semble. Ah, et bien justement, la kersantite ayant ces propriétés-là, en fait, ça fait 500 ans et on a l'impression que c'est tout neuf. Ça, c'est quand même assez étonnant. C'est pour ça que c'est une roche très intéressante qui aujourd'hui est quasiment épuisée d'ailleurs. Les dernières exploitations de kersantite se sont arrêtées dans les années 50. Il reste quelques vestiges pour les restaurations maintenant, mais c'est quand même assez limité puisque le filon de kersantite à Kersanton ne fait que 20 mètres. Hein, donc, imaginez un petit peu, hein. Donc voilà quelques figures que j'ai pu prendre en trichant avec l'appareil photo pour faire mine qu'il y avait du soleil. Et vous voyez ici, là, une magnifique mise au tombeau extrêmement ouvragée, c'est assez spectaculaire, des arcs de triomphe. Là, on est vraiment déjà dans la Renaissance. Vous voyez un petit peu les modèles de sculpture inspirés, bien sûr, de l'Italie, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment très très beau. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir là-bas. Hein, il faut savoir, alors on n'est pas du tout en Bretagne, excusez-moi. Il y a un petit problème, hein, même si je me suis trompé de diaporama. En fait, il faut savoir que cette roche, cette kersantite, a servi à faire le socle de la statue de la liberté. Extraordinaire. Elle est partie de Bretagne en 1885 pour être bâtie ensuite dans la baie de l'Hudson à New York. Et cette roche qui est extrêmement solide sert à faire le socle de la statue de la liberté, qui, je le rappelle, bien sûr, est française, hein, puisque la partie cuivre a été faite par Auguste Bartholdi, et le squelette par Gustave Eiffel, donc tout ça, c'est français, absolument. Donc je reviens en Bretagne, bien entendu, et là, vous avez les intérieurs des églises aussi, qui sont déluge de baroque, ultra chargés, comme je les aime. Hein. Donc là, on est dans une époque un peu plus, on va dire, 16e, 17e, plutôt 17e siècle, excusez-moi. Donc on est époque régence juste avant Louis XIV. Et encore à cette époque-là, bien sûr, beaucoup de richesses qui se voient et qui transparaissent. Ça, c'est dans des petites églises. Hein. Imaginez que dans l'église de Vesoul, il y ait ça. Mais un truc qui fait la largeur de l'église. Hein. Et alors, vous avez également les baptistères. Alors, ça, c'est extraordinaire. Là, vous avez le baptistère de Guy Millot. C'est un chef-d'œuvre d'ébénisterie entièrement sculpté en noyer massif. Tout ça, ça a été offert par le roi de France en remerciement pour service rendu pour la flotte royale, notamment. Et vous voyez un petit peu, c'est digne de Versailles. Et tout ça dans un petit village qui fait à peine la taille de Rodel, pour vous donner une échelle. Hein. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Hein. Donc, c'est extraordinaire. Je pense que c'est un des plus beaux baptistères de France, hein, parce que vraiment, c'est absolument... C'est pas de la géologie, mais c'est intéressant. Ensuite, je reviens à la géologie, et on va se concentrer sur l'île de Bas, rapidement, l'île de Bas qui est donc ici, dans des granites de l'Hercynien. Elle est ici, l'île de Bas. Alors, là, j'ai fait quelques captures d'écran, parce que le géologue du XXIe siècle, il n'a pas forcément un marteau, et si, il a un marteau, sinon je vais me faire taper, mais il a aussi un smartphone, et là, ce sont tout simplement les captures d'écran de mon téléphone qui me servaient de carte géologique en direct pour me repérer sur site. Donc ici, vous pouvez constater que l'île de Bas est essentiellement constituée de granit. Alors, je n'ai pas mis la légende ici, mais en fait, c'est du granit hercynien qui a environ 300 millions d'années. Donc, lorsque vous vous baladez sur l'île de Bas, vous voyez de très jolies choses, comme notamment ce petit moulin. Alors, c'est un moulin. Ça vaut le coup à voir aussi. C'est un moulin à marée. Ah, c'est un moulin à marée, j'avais jamais vu ça.
Donc à marée basse, vous voyez, donc on peut passer, pas de problème. À marée haute, voici. Le bassin se remplit, et puis bien sûr, on ferme les écoutilles ici, et ensuite, quand la marée redescend, l'eau repasse par le petit trou qui est ici et fait tourner la roue. Et comble de la chance, le jour où je me suis retrouvé là, c'était fermé, bien sûr, parce que c'est totalement... Il n'y a plus de meunier, et je tombe sur une mamie, et c'était la fille du meunier. Extraordinaire, qui était exceptionnellement revenue de Brest pour revenir sur les lieux de son enfance. Et donc, elle nous a fait visiter en plus, et elle nous a raconté un petit peu comment vivait son père, et vivaient tous ses ancêtres qui étaient d'ailleurs propriétaires de ce moulin à l'époque, jusqu'à il y a encore 50 ou 60 ans. Et donc, bien sûr, entre-temps, le moulin était tombé complètement en ruine. C'est une association locale qui a restauré la toiture et tous les rouages internes. Donc aujourd'hui, il fonctionne très bien, mais c'est quand même un des rares exemples de moulin à marée qui est assez intéressant à voir. Autre exemple, alors bien sûr, je cherche mes roches toujours, puis je fais du tourisme en même temps. Je vais voir le cairn de Barnenaise. Alors qu'est-ce que c'est ce cairn de Barnenaise? On n'est pas loin de l'île de Bas, sur la baie de Morlaix. Et là, je tombe au bout d'un chemin sur cette espèce de tas de roches. C'est tout simplement le plus vieux monument de France, et même de l'humanité. Non, excusez-moi, ça c'est mon père. C'est pas lui le monument. Chef-d'œuvre en péril aussi, mais bon, passons. Il n'est pas là, donc on ne va pas le dire. Non, en fait, c'est le cairn de Barnenaise, 75 mètres de long, 6700 ans. Vous avez ici sous vos yeux tout simplement le plus vieux monument construit par l'humanité. C'est plus vieux que les pyramides d'Égypte, qui ont à peine 4000 ans. Là, ça a 6700 ans. Ça a été construit donc, 4700 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tumulus. L'équivalent comme chez nous là, excusez-moi, d'un dolmen, absolument. Sauf que là, c'est un dolmen collectif, tout simplement. Il y en avait pour plusieurs personnes, évidemment, pour des chefs. C'est un truc énorme qui a failli disparaître au XXe siècle. Vous voyez qu'en fait, il y a une petite souris qui a mangé un bout du fromage, là. En fait, c'est pas du tout ça. C'est comme si le paysan local avait racheté ce tas de pierres et se dit, mais c'est formidable, voici une carrière pour moi. Les pierres ont été rassemblées exprès, on pourra construire tout le village avec. Et c'est in extremis, dans les années 60, que alerté, Malraux intervient in extremis avec les services du culte du patrimoine pour arrêter le massacre. On est passé à deux doigts de détruire le plus vieux monument de l'histoire de l'humanité. On compte un petit peu l'horreur quand on ne connaît pas. C'est quand même dingue ça. Donc il manque un morceau. Voilà, il manque un morceau. Et ça a permis de voir l'intérieur, effectivement. En voyant un petit peu pris de dessus, on voit bien la structure interne. Ça a permis de mieux comprendre. Donc là, c'est la partie qui n'est pas abîmée, c'est le côté sud, là, avec toutes les entrées des différentes chambres mortuaires. Et ça, c'est le côté qui a été entamé. Donc la limite initiale était là. Et voici les chambres à l'intérieur, avec donc ces pierres plates qui servaient donc à faire les chambres mortuaires. Donc c'est quand même assez émouvant de pouvoir voir ça, le plus vieux monument de France, même du monde, on peut dire, en tout cas d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Je crois qu'il y a un monument en Angleterre qui est peut-être un siècle un petit peu plus vieux, peut-être, mais tout ça c'est bien sûr discuté, c'est difficile d'estimer les âges pour des tas de pierres, évidemment. Voilà le plan avec les différentes chambres qui sont toutes orientées au sud, ça devait avoir sûrement une signification religieuse à l'époque, évidemment. Donc voilà un exemple intéressant qu'il ne fallait pas rater. Ensuite, je suis allé vraiment à l'ouest. J'aime bien être à l'ouest, mais alors là, je suis allé à l'ouest, et j'ai pas en plus à l'ouest encore. La pointe du phare Saint-Mathieu, extraordinaire. Alors, l'occasion pour moi de vous situer ça, donc nous sommes ici dans cette roche violette, ce sont les gneiss de Brest. Et on va voir donc ces gneiss de Brest. Les voici sur lesquels ils ont construit cette extraordinaire abbaye qui a pratiquement 700 ans d'histoire en totalité, qui était une très très puissante abbaye au Moyen-Âge. Il y avait plus de 2000 personnes qui vivaient autour de cette abbaye. Il faut bien se rendre compte de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, parce que la Révolution est passée par là. Et puis aussi, avant la Révolution, cette abbaye était tombée un peu en décrépitude, parce que le climat est rude sur cette pointe Saint-Michel. Et au moment de la Révolution, il ne restait plus que 4 mois à l'intérieur.
Alors, tout ça a été vendu ensuite aux enchères et à la pierre, les pierres ont été vendues sur place. Mais on voit ici très bien ces schistes de Brest, qui sont des schistes essentiellement de l'Ordovicien, donc on est encore trop récent par rapport à ce qu'on cherche, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment le site est aménagé. Alors c'est extrêmement abrupt, juste derrière les fleurs, vous avez pratiquement 30 mètres de falaise là, et bien sûr, par gros temps, je vous laisse imaginer un petit peu les vagues qui, paraît-il, passent au-dessus du phare. Hein. Donc, vous voyez un petit peu le topo. Voilà à quoi ressemblait l'abbaye avant la Révolution française, un immense bâtiment extrêmement riche et dont le clocher servait déjà de phare à l'époque. Il faut bien se rendre compte de ça, puisque nous sommes vraiment un carrefour. Hein. On est à la pointe du Finistère, évidemment, ça a toujours été un site sensible et de circulation. Donc, voilà ce qui reste aujourd'hui de l'abbaye, dont une partie a été donc réaménagée pour faire le phare en 1835, et ici vous avez le sémaphore qui est un terrain qui appartient à l'armée, puisque c'est l'armée qui surveille tout simplement le rail d'Ouessant, parce que là on est au niveau du rail d'Ouessant, c'est-à-dire là où passent les bateaux, au niveau de l'île d'Ouessant qu'on va voir juste après. Hein. Donc voilà ce très joli phare. Il faut savoir que tous les phares que je vais vous montrer, j'y suis monté dessus. Hein, et je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai fait 5 ou 6 phares. Hein, donc au premier phare, mon père a suivi, puis après ça a été plus dur. Hein. J'ai failli le perdre, donc je me dis on va le laisser en bas. Donc voilà, j'ai des vues superbes, magnifiques. Là, il faut imaginer qu'au-delà, après, c'est l'Amérique, quoi, hein, tout simplement. Hein, c'est assez magnifique, cette pointe de Saint-Mathieu. Et donc, vous rentrez dans l'abbaye, et là, bien sûr, on peut faire de la géologie, puisque les roches, les pierres sont apparentes. Et là, qu'est-ce que je vois? Outre les granites et les schistes classiques du coin, je vois des appareils sculpté en calcaire. Alors, c'est un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce calcaire? Mais c'est pas possible. Alors je demande à la dame, la guide, elle me dit, je sais rien, moi. Ça a été construit il y a 800 ans, qu'est-ce que je vous dise? Bon, voilà. Et donc, du coup, bien sûr, moi je regarde les cartes géologiques et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas du tout de calcaire. Mais il n'y a pas de calcaire à plusieurs, presque à 100 km à la ronde dans le coin. Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Et après moult enquêtes, j'ai appris que ces calcaires venaient du Poitou. Donc vous imaginez un peu, en plein Moyen-Âge, ramener des calcaires à dos de bœufs, avec des charrues, avec complètement dingue, sur des centaines de kilomètres. Vous imaginez un petit peu la richesse de cette abbaye à cette époque-là, pour pouvoir transporter des roches, alors qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de pétrole, il y avait des idées, mais il n'y avait pas de pétrole. Voilà. Et on n'a toujours pas de pétrole, mais on n'a plus d'idées. C'est formidable. Alors peut-être effectivement qu'ils l'ont descendu, effectivement très bonne idée, par les rivières, et ensuite ils sont remontés par la côte avec un bateau, et comme c'était sur la côte, après il n'y avait plus qu'à décharger, mais il faut remonter la falaise quand même après. Hein. Alors après je ne sais pas comment ils ont fait, est-ce qu'ils avaient monté des grues en bois, peut-être, on n'a bien sûr pas les plans d'ingénieurs de l'époque, mais en tout cas, ça c'est pas du local, c'est toujours intéressant de voir un peu. À travers la géologie, on peut estimer la richesse d'une époque. Vous imaginez un petit peu l'histoire. Hein. Donc ensuite, on va aller, on était ici, hop, on va aller sur cette île qui est l'île la plus à l'ouest de la France métropolitaine, hein, c'est bien sûr l'île d'Ouessant. Et vous voyez que les structures géologiques de l'île d'Ouessant se prolongent sous la mer et se prolongent également sur la côte que nous allons voir tout à l'heure, notamment au niveau de l'île Vierge. Donc l'île d'Ouessant, extraordinaire île d'Ouessant, qui est d'ailleurs la plus haute île des îles du Pôle Nord, elle fait quand même 60 mètres de haut, et assez bizarrement, si elle est si haute, cette île, c'est à cause des Pyrénées. Ça, c'est con. En fait, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les Pyrénées? C'est pas possible, ça. En fait, il faut imaginer que le plissement pyrénéen, qui a commencé il y a à peu près 50 millions d'années, et qui se poursuit encore, a déformé tout le substratum rocheux de la France jusqu'au niveau de la Bretagne. Ça a refait rejouer des failles hercyniennes et même des failles cadomiennes au moment du plissement pyrénéen, et ça a provoqué le soulèvement de l'île d'Ouessant. C'est quand même fou, c'est-à-dire qu'à presque 1000 km, vous avez un écho du plissement pyrénéen qui est la conséquence, je rappelle, de la remontée de l'Afrique. Hein. Donc il faut quand même se rendre compte de ça. Hein. Donc voilà l'île d'Ouessant telle qu'on la voit géologiquement parlant aujourd'hui, avec une partie granitique ici et ici, mais attention, là ce sont des granites hercyniens, alors que là ce sont des granites cadomiens, et au milieu vous avez une espèce de ventre mou,
pour le coup, ça porte bien son nom, le ventre mou, puisque là, ce sont des schistes qui sont beaucoup plus soumis à l'érosion. C'est pour ça que vous avez cet énorme creux dans l'île, et ici, dans lequel ils ont aménagé notamment le port, tout simplement, hein, le port de la ville, hein, que j'oublie le nom, excusez-moi. En tout cas, c'est un endroit abrité, bien entendu. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir voir cela. Donc, je passe, parce que j'ai pas le temps. Je vous montre rapidement un petit phare fort sympathique, le phare d'Eckmühl, qui est donc un peu plus au sud du Finistère, chef-d'œuvre architectural, entièrement construit également en kersantite, et qui a été offert par la comtesse d'Eckmühl en 1880. Mule, pardon, excusez-moi, Moule, oui. Oh mon Dieu. Excusez-moi, Eckmühl, qui a en fait financé ce phare en souvenir de son défunt père, maréchal d'Empire, du Premier Empire, hein, et qui avait laissé donc une dot pour payer ce phare. 300 000 francs hors de l'époque, bon, l'équivalent en gros de 90 millions d'euros d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'avec 90 millions d'euros, on fasse ça encore aujourd'hui. Donc entièrement en kersantite, entièrement sculpté. L'intérieur est composé de plus de 380 marches en pierre de taille monolithique. La rampe est en bronze, elle fait 3 tonnes. Hein, donc il faut imaginer la rampe qui monte jusqu'en haut, c'est absolument extraordinaire. Vous arrivez, alors ça tourne, c'est magnifique. Là, ça tournicote. Vous arrivez au sommet, donc à la lanterne, magnifique, avec un petit salon en bois, précieux, avec le buste de M. Eckmühl, donc du maréchal d'Empire en souvenir du bon vieux temps. Et j'en profite pour vous parler rapidement des magnifiques lentilles de Fresnel, parce que ça, c'est des bijoux, ces trucs-là, hein, entièrement faits en cristal. Hein. Ça, c'est magnifique. Et en laiton, ce sont de véritables pièces d'orfèvrerie qui tournent donc sans faire de panne depuis plus de 100 ans, et pour certaines tournent depuis 150 ans, et ça marche très bien. Monsieur Fresnel était mathématicien à l'école normale de Paris. Il avait imaginé des calculs qui permettaient de faire des arcs de cercle concentriques de lentilles. En fait, ça permettait de condenser la taille des lentilles. C'est-à-dire que cette lentille a la même propriété optique qu'une lentille de 4 mètres, alors qu'elle n'en fait même pas un. Donc, génial. Ça permettait d'alléger les poids considérablement, de diminuer les coûts, et à l'arrivée, une simple petite ampoule mise au milieu, une ampoule classique, éclaire à 40 km avec ça, parce que ça concentre les rayons vers l'horizon, c'est assez génial, et ça a été inventé au 19e siècle, et ça a révolutionné les phares. Au passage, une petite photo, vous avez ici, donc toujours à Eckmühl, les 3 phares historiques. Le premier phare ici, alors même il y en a 4, hein, vous avez le phare du Moyen-Âge ici, le sémaphore, le phare de 1830 et le phare de 1898. Hein, donc vous voyez un petit peu la taille, bien sûr, qui grandit, puis on s'est arrêté ensuite. Et en fait, la comtesse voulait financer ça en souvenir de son père, effectivement, qui avait perdu à la bataille, une bataille en Bavière. Et donc, en souvenir des morts, elle s'est dit, les marins sauvés, ça sera donc juste retour des choses avec ce phare. Et puis si vous avez envie de vous envoyer en l'air, non, de monter vers des hautes sphères avec, non pas ça non plus, une fois par an, vous avez une course d'ascension, hein, donc il faut monter très vite en galopant, ça c'est très bien, ça fait maigrir et c'est bien, surtout quand on a mangé des crêpes bretonnes ou du Queen Amman, vous savez le Queen Amman, enfin, je suis pas sûr qu'il faille le manger avant, hein, ça c'est autre chose. Alors, ensuite on arrive à la pointe du Raz. On était ici, on arrive à la pointe du Raz. Extraordinaire cette pointe du Raz. C'est vraiment là où finit la Terre. Là, vous plongez dans la mer. Au-delà, je vois déjà l'Amérique. Ah non, c'est pas l'Amérique. Bon, c'est pas grave, parce que la Terre est ronde, c'est dommage. Là, vous avez l'île de la Vieille. Bon, c'est pas très vendeur, mais c'est le phare de la Vieille, pardon. Voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, la pointe du Raz. J'ai fait un petit peu de balade, c'est extrêmement découpé, extrêmement scabreux, très difficile d'accès. On est sur des granites, mais des granites qui ont été tellement érodés par les éléments. Là, vous avez la mer qui est très calme, mais il faut imaginer que par moment, ça barde. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, ça barde sérieusement avec la tempête qui arrive là, avec des vagues gigantesques qui peuvent dépasser 50 mètres de haut parfois. Donc, c'est des trucs absolument colossaux. Et même le jour où j'y étais, on voyait très nettement les courants marins extrêmement violents, parce qu'en fait, c'est là où la Manche se déverse dans l'Atlantique.
Donc je peux vous dire que c'est assez spectaculaire à voir. Et on sent bien que l'être humain n'a pas tout à fait sa place là. Et vous voyez un petit peu les tempêtes. Hein. Il faut imaginer que le phare fait pratiquement presque la hauteur du clocher de la cathédrale de Rodez. Presque. Donc, vous imaginez les vagues. Ça dépasse complètement l'entendement. Il n'y a plus de gardien de phare. Hélas, le dernier gardien de phare est parti à la retraite, du moins a été viré, déménagé, on va dire, en décembre 2015. C'est très récent en fait. Hein. Les derniers, c'était en décembre 2015. Bon, imaginez à l'époque où il y avait le gardien de phare, il vaut mieux pas trop ouvrir la fenêtre, sinon bonjour la rigodée. Hein. Voilà. Passons. Et puis, sur la pointe du Raz, vous pouvez admirer également cette magnifique Vierge des Naufragés, qui est un chef-d'œuvre de néo-baroque époque Napoléon III. Cette fois-ci, non pas faite dans une roche locale, parce que ça m'a semblé être du marbre. Donc, j'ai pas pu savoir d'où venait ce marbre, mais en tout cas, c'est une très très belle sculpture, typiquement baroque, typiquement de cette époque-là, et qui, bien sûr, est là pour sauver les naufragés qui se passent par là. On remonte un peu plus vers le nord, puisqu'on parle de la Vierge, allons voir l'île Vierge. Pourquoi pas? Donc, cette île Vierge est absolument magnifique, mais surtout, elle est magnifique pour son phare. Là aussi, encore un phare extraordinaire. C'est tout simplement le plus haut phare en pierre du monde. 88 mètres de haut, c'est-à-dire aussi haut que la statue au sommet du clocher de la cathédrale de Rodez. C'est le plus haut phare du monde. 400 marches pour monter. J'y suis monté. C'est magnifique. Hein. Et à l'époque, l'État avait pas lésiné sur les moyens, puisqu'ils avaient carrément construit tout en kersantite massive. Chaque marche fait presque 500 kilos, encastré dans le mur. Tout est avec des ferronneries, tout est sculpté, tout est... L'intérieur même, ça n'est pas du carrelage, ça. C'est de l'opaline. Tout est tapissé d'opaline. Vous avez plus de presque 1 millier de carreaux d'opaline qui avaient été faits spécialement pour l'occasion par Saint-Gobain à l'époque. Alors l'opaline, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de verre très particulier dans lequel on a rajouté de la poussière d'os de mouton. Alors ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que ça fait blanc, tout simplement. Et alors pourquoi l'opaline? Certes, parce que ça faisait propre, ça fait un peu salle de bain peut-être, mais c'est surtout que, comme les phares c'est très humide, et que c'est du verre, et bien les moisissures n'adhèrent pas au verre, et du coup, c'était beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus facile d'entretien pour le gardien de phare, qui devait monter, je le rappelle, 2 fois par jour, à 2 fois 400 marches, hein, donc il fallait être en forme pour pouvoir entretenir, bien sûr, le bec de gaz en haut. Ensuite, je continue mon périple, bien sûr, parce que j'ai pas le temps, et j'arrive ici dans la baie de Morlaix. Alors, l'île Louet est très intéressante. Au passage, elle s'appelle l'île Louet et elle est à louer. Alors, si vous voulez la louer, pas de problème. Début janvier, la mairie ouvre la location pour tous les mois d'été. En 5 minutes, il n'y a plus de place. C'est pas compliqué. Hein. Alors bien sûr, il faut payer 1 000 € la semaine, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous pouvez avoir pour vous tout seul, pour la semaine, vous avez la petite maison du gardien de phare, vous pouvez vous balader dans le phare, vous avez toute l'île pour vous tout seul. Voilà, c'est intéressant. Mais par contre, il faut avoir du haut débit hein, pour se connecter à Internet. Hein. Et puis à côté, vous avez un petit fort fort sympathique aussi que j'ai pu visiter, qui est aussi totalement en granit. C'est le fort du Taureau, qui date de Vauban, ce cher Vauban qui avait construit ce fort à l'entrée de la baie de Morlaix pour défendre cette baie de Morlaix, bien entendu, les invasions anglaises, notamment salauds d'anglais. Passons. Oui, j'aime bien le faire en classe aussi parce que j'ai des anglais aussi. Après, les élèves comprennent moins l'humour parfois. Hein. Ça, c'est autre chose. Ça dépend de l'âge qu'ils ont. Alors, donc voilà la géologie de la baie de Morlaix. Voilà le château du Taureau, juste pour vous situer. L'île Louet, donc vous voyez un petit peu comment ça s'écrit, Louet. Hein. C'est presque comme les poulets, presque. Hein. Et donc, Carantec qui est à côté, donc c'est du granit. Là, on est sur du granit. Là, par contre, on est derrière un petit peu sur des espèces d'orthogneiss déjà. Et puis, voilà, la baie de Morlaix, je passe les détails, j'ai pas le temps. Et puis, nous allons arriver sur Ploumanac. Et nous arrivons dans ces merveilleux granites. Alors, c'est des granites hercyniens. Ces granites ont le même âge que les granites du Sidobre ou que les granites de la Margeride, aux alentours de 300 millions d'années, sauf que là, la nature a fait les choses assez bien, c'est que les feldspaths, qui sont un des minéraux
du granit sont roses, tout simplement, en raison notamment de présence de fer, notamment à l'intérieur, entre autres. Je pense que René pourrait peut-être nous en dire plus. Et c'est assez passionnant, parce que vous avez, c'est magnifiquement coloré, et vous vous retrouvez ici sur la pointe du phare de Ploumanac, avec ici l'ancienne maison du gardien. Et c'est ici que j'ai eu un petit peu l'indice déterminant qui m'a permis de retrouver mes roches. Parce qu'ici, c'est la maison du littoral, en fait. Et dans cette maison du littoral, je suis tombé par hasard sur l'auteur de ce livre, qui me l'a vendu d'ailleurs. C'est ce monsieur, c'est monsieur Pierrick Graviou, qui est un géologue au BRGM à l'heure actuelle, hein, et qui a coécrit avec ce monsieur, donc vous connaissez peut-être, hein, Eric Orsena, académicien, un magnifique guide sur les curiosités géologiques de la côte nord bretonne. Et il m'a montré très précisément là où il fallait que je cherche, parce que effectivement c'est pas facile à trouver ces vieilles roches, elles sont vraiment dans un endroit complètement paumé, donc j'ai eu un coup de bol. En plus je me suis pointé en plein cocktail, parce qu'ils étaient en train d'inaugurer la carte géologique locale, donc je me suis dit c'est l'occasion fait le larron. Au passage, je regardais ces magnifiques roches qu'on peut trouver sur la côte donc, de Ploumanac et Trégastel, hein. Donc là, la bouteille renversée, évidemment, on a un peu picolé. Le lapin, alors quand on a trop bu, après on voyait lapin, forcément. Passons. Là, vous avez une magnifique enclave. Alors, est-ce que c'est une enclave ultra basique? Est-ce que c'est une espèce d'agglomérat de mica? Je n'ai pas su trop quoi dire. En tout cas, c'est assez intéressant parce que l'érosion avait complètement poli le granit rose autour, et puis il y avait l'enclave qui restait bien sûr en proéminence, puisqu'elle est un peu plus dure, évidemment. C'est probablement un vestige du manteau qui est sous la croûte continentale, ça, qui a été remonté avec le magma. C'est intéressant de voir ça. Puis voir un petit peu comment la mer sculpte ce granit qui est une roche très dure, mais bien sûr, au fil des millions d'années, bien sûr, rien ne résiste. Et vous avez donc quelques figures assez pittoresques, on ne sait pas comment ça tient, d'ailleurs, on n'ose pas trop toucher, bon, ça ne bouge pas. Il y a même des trous, hein, ça fait des trous dans le granit, c'était tout à fait impressionnant. Vous pouvez vous balader dessous, vous avez des chemins, vous pouvez vous y perdre là-dedans. Hein. Donc c'est assez spectaculaire, ces chaos granitiques qui plongent dans la mer, ou voire même qui ont été aménagés partiellement par l'homme pour faire des caves, par exemple. Ça c'est assez spectaculaire à voir dans cette côte de granit rose qui est donc d'âge hercynienne, contemporaine de la Margeride. Et puis vous avez mais bien sûr le petit château de Costa Heres, hein, qui est bien connu, qu'on voit sur toutes les cartes postales, qui est en fait pas du tout un château médiéval, c'est un château qui a été construit en pleine belle époque, en 1896, par un industriel local, et qui donc, on peut dire quand même, c'est quand même sympa quand même le coin, hein, bon quand il fait beau, vous avez, et alors on ne peut accéder qu'en bateau, hein, au château dont l'intérieur a été aménagé d'ailleurs avec des navires naufragés, ils ont récupéré les boiseries, ils ont fait les boiseries du château. Alors c'est pour l'occasion pour moi, là on va rentrer dans le dur, excusez-moi, pour l'instant c'était touristique, mais là on va rentrer dans le hard, donc ça tombe bien, on en a encore pour 1 heure. Donc, la tectonique des plaques. Donc, juste pour vous remettre un petit peu les idées en place, et les plaques en place également. Vous savez que nous sommes sur la plaque eurasiatique, voilà la configuration des plaques tectoniques sur Terre aujourd'hui. Bien sûr, tout ceci n'a pas toujours été comme cela, et ce que je vais essayer de vous retracer maintenant, et vous faire quelques rappels, c'est quels sont les grands processus de la géologie terrestre qui ont formé ces roches et qui les ont ensuite mises en place telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, quelques rappels, terminales, bien entendu, hein, pour ceux qui n'ont pas déjà vu ça. Vous savez que la lithosphère, la croûte océanique, elle a un cycle de vie assez particulier. Elle est fabriquée au niveau des dorsales océaniques, donc ça a formé des basaltes et des gabbros à ce niveau-là. Puis cette lithosphère océanique, cette croûte océanique va finir par plonger au niveau des fosses océaniques, au niveau des zones de subduction. Et à ce niveau-là va se produire des phénomènes bien particuliers de fusion partielle du manteau qui est au-dessus, qui va engendrer de nouveaux magmas, cette fois-ci des magmas granitiques. Donc le granit va se former au niveau de ces zones de subduction pour l'essentiel. Donc il faut que vous ayez un océan qui plonge sous une autre croûte pour fabriquer de la croûte continentale type granit. Alors je ne rentre pas dans les détails trop, mais retenez ces petits schémas où on voit bien donc ici la croûte océanique qui plonge,
une fusion partielle qui se fait au-dessus, engendrant donc de nouveaux magmas, des magmas granitiques qui vont refroidir en profondeur, c'est des plutons, hein, ça va faire des grandes chambres magmatiques qui vont former le granit qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut aussi engendrer des volcans explosifs, bien entendu, parce que le magma est beaucoup plus visqueux dans ces zones-là. Évidemment, l'érosion va complètement aplanir tout ça plus tard. Autre phénomène qui va nous intéresser pour tout à l'heure, et qui va expliquer la géologie aussi de la Bretagne, c'est ce phénomène d'extension qui se produit derrière les zones de subduction, qu'on appelle le bassin d'arrière-arc. Ça, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente conférence sur la tectonique, mais bon, c'était il y a longtemps. Juste pour vous rappeler qu'en fait, la subduction peut entraîner une ouverture derrière et donc des recassures de la croûte continentale. Alors, voilà un joli tableau, on dirait du Miro pratiquement. Hein. Bon, alors je vais essayer de vous éclairer. Vous avez ici la plaque nord-américaine. Et juste pour ce qu'il faut voir, c'est que la croûte continentale la plus ancienne, elle est au milieu, elle est ici. Puis, plus vous allez vers la périphérie, plus elle est jeune. Là, ça a 3 milliards d'années et plus. C'est de l'archéen. Là, ça a entre 1,6 et 1,8 milliards d'années. Et là, c'est très clairement une croûte continentale de type plutôt hercynienne, du moins époque hercynienne. Donc, une croûte continentale va se construire par agglomération de croûtes de plus en plus récentes, de façon centrifuge, depuis le centre vers la périphérie. Voilà comment se construit une croûte continentale. Et quand on analyse l'âge de toutes les croûtes continentales terrestres, eh bien, on trouve toujours la même chose, et c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Comment la vieille croûte armoricaine s'est formée dans le contexte géodynamique général. Il faut savoir que la croûte continentale n'était pas présente au début de l'histoire de la Terre. Au début de l'histoire de la Terre, il n'y avait qu'une l'équivalent d'une croûte océanique. Parce qu'en fait, la croûte océanique, c'est le résultat du refroidissement du manteau terrestre. Lorsque vous vous baladez sur Mars, sur Vénus ou sur la Lune, ce qui vous arrive peut-être de temps en temps, eh bien, vous ne trouverez pas de granit. Vous trouverez uniquement l'équivalent d'une croûte continentale, d'une croûte océanique, pardon, type basalte. D'ailleurs, il suffit de voir les roches lunaires qui ont été ramenées par les astronautes. Hein. C'est typiquement de la famille des basaltes. Et les roches qu'on analyse aujourd'hui avec Curiosity sur Mars, c'est des gabbros, c'est des basaltes. Pourquoi? Parce que ces planètes-là n'ont pas connu la tectonique des plaques telle qu'on la connaît sur Terre. La tectonique terrestre a engendré, par ces phénomènes de subduction que je viens de décrire, une nouvelle croûte, qui est une espèce d'écume de la Terre, comme le dirait Claude Allègre, le pauvre. Eh bien, cette croûte continentale a été essentiellement fabriquée au début du protérozoïque. Vous voyez qu'au départ, il n'y en avait pas. Puis ça a beaucoup augmenté jusqu'à l'époque quasi stationnaire à laquelle nous sommes, où nous avons pratiquement un volume constant de croûte continentale. Voilà un schéma général de la tectonique, juste pour vous rappeler les grandes lignes. Vous savez donc au niveau de la dorsale que ça s'écarte, et au niveau des zones de subduction que ça plonge, et donc ensuite ça finit par atterrir dans des grandes profondeurs, c'est-à-dire à la base du manteau terrestre, qui peut au passage être déstabilisé par la subduction et engendrer des panaches de chaleur qu'on appelle des points chauds. Ça aussi, ça va être important, ces points chauds. Je sais que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, mais ces points chauds vont être les moteurs de la dislocation des supercontinents qui ont existé par le passé. Donc ça aussi, c'est des grands rappels que je fais pour vous expliquer ce que vous allez voir maintenant. Donc voilà, les granites en rose ici se forment au niveau des zones de subduction. Parfois, ces zones de subduction finissent par se fermer, l'océan se ferme totalement, et bien sûr, c'est la collision engendrant une orogenèse, c'est-à-dire une nouvelle chaîne de montagnes, fruit de la collision de deux continents. Voilà, donc là, un exemple de schéma du haut vers le bas, d'une formation de chaîne de montagnes avec une croûte océanique qui se fait prendre en sandwich entre les deux, tel que par exemple, on peut le voir à Firmi, ou à Najac, des vestiges de croûte océanique, vestiges d'un ancien océan passant. Alors, bien sûr, l'échelle des temps géologiques est très longue, ici elle n'est même pas à l'échelle, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici, dans ces époques reculées où on a peu de données. Les roches que je vous ai apportées, là, qui sont là, elles datent probablement, d'après les datations, du protérozoïque, ici, hein. Donc, cette époque mystérieuse aux alentours du Riacien, Orosyrien, je ne sais pas trop ce que c'est, non, protérozoïque. Donc,
ça c'est assez intéressant, on va essayer de voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu engendrer tout ça. On pense que la Terre jeune, la Terre archéenne, du début de l'histoire de la Terre, était composée d'une toute série de petites plaques. La Terre était plus chaude, il y avait beaucoup plus de convection mantélique dans le manteau, et par conséquent, ces petites plaques, eh ben, elles étaient toutes, il y en avait une qui se passait l'une au-dessus des autres, etc. Et c'est ça qui a engendré la subduction et les premières formes de croûtes continentales, qui étaient toutes petites au départ, et on va voir que bien sûr, ces croûtes continentales vont ensuite peu à peu s'agglomérer. Autre phénomène que je rappelle également ici, un supercontinent, lorsqu'il se forme, la chaleur s'accumule dessous. Et en s'accumulant, ça va bien sûr provoquer sa dislocation, et donc ainsi ce supercontinent va s'exploser véritablement, et ensuite dériver peu à peu. C'est ce qu'on appelle les cycles de Wilson. Je n'ai pas le temps de trop détailler, juste pour vous rappeler ce que sont les cycles de Wilson. Vous avez donc un supercontinent, la chaleur s'accumule dessous, il se casse en deux, c'est schématique, un océan s'ouvre, cet océan finit à terme par passer en subduction, puis la subduction entraîne la fermeture de l'océan, collision continentale, et vous avez de nouveau un supercontinent. Donc ce cycle théorique de Wilson, qui a été élaboré par M. Wilson donc, au XXe siècle, se déroulerait, d'après lui, autour en à peu près 500 millions d'années. 500 millions d'années, c'est très long, mais c'est intéressant puisque ça veut dire qu'au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu plusieurs supercontinents. Vous connaissez tous la Pangée qui a existé il y a 250 millions d'années. Nous verrons qu'il y a eu également la Rodinia, la Columbia, le Kenorland, ensuite on ne sait pas trop, et peut-être, c'est une hypothèse, le Valbara et Our, au tout début de l'histoire de la Terre. Donc c'est tout ça que je vais essayer de vous raconter. Et en fait, les roches de Bretagne les plus vieilles dateraient de la dislocation du Kenorland. On va voir tout ça. Alors, j'ai trouvé quelques petites cartes pour vous montrer à quoi ressemblaient ces supercontinents. Hein. Donc ça, c'est le plus ancien. D'après ce qui reste, c'est uniquement en Afrique du Sud et en Australie. Là, c'est tout ce qui reste de ce Valbara. Our, c'est un morceau de l'Antarctique, de l'Afrique, et de l'Australie et de l'Inde. Kenorland, vous voyez, bon, je n'ai pas le temps de détailler. Si vous avez des questions plus précises, j'y répondrai. Columbia, Rodinia, Pannotia, qui est un continent intermédiaire. Bon, je passe. Ça continue avec la Pangée, et puis la Pangée qui s'est bien sûr disloquée à la suite. Encore une fois, les roches qui nous intéressent datent d'une époque reculée qui s'appelle l'Icarcien. Alors l'Icarcien, ça vient d'où? Ça vient de la pointe d'Icar à Guernesey. C'est là qu'on a décrit pour la première fois ces roches et qu'on a ensuite pu les trouver sur la côte française, là où j'ai réussi à mettre le pied pendant les vacances d'été. Donc ça, à peu près 2 milliards d'années, tout ça. Hein. Donc c'est vraiment, vous le voyez, vous le situez, hein, les temps géologiques qu'on parle le plus souvent ne commencent qu'à partir de 550 millions d'années. C'est-à-dire que le Cambrien, Ordovicien, Silurien, c'est après tout ça. Toutes les roches aveyronaises datent d'après 500. Elles sont plus récentes que 500 millions d'années. Il faut bien se rendre compte de ça. Là, on touche vraiment des roches très anciennes, que seuls quelques géologues comme René, qui ont voyagé à travers le monde, qui ont pu toucher des roches qui avaient 3 ou 4 milliards d'années. C'est quand même pas en Europe qu'on peut toucher ça, à moins de se balader peut-être en Scandinavie. Vous avez quelques roches anciennes de 3 milliards d'années. Donc voilà un exemple du Kenorland tel qu'il est imaginé aujourd'hui. Ben, là, ça date d'un petit peu. Encore une fois, les géologues essayent de repositionner les anciennes croûtes continentales d'après les données actuelles, d'après notamment des enregistrements des roches paléomagnétiques. C'est-à-dire que les roches enregistrent leur position latitudinale et longitudinale, pas tout à fait, mais on se débrouille, on imagine un petit peu le reste. Et on arrive à peu près à les repositionner. On peut dire que le Kenorland était essentiellement dans l'hémisphère sud, sous l'équateur. Le Columbia, voilà comment on le positionne aujourd'hui, hein, avec une position plutôt sur l'équateur et un peu dans l'hémisphère nord. Donc, ouais, c'était 1,5 milliard d'années, ceci. La Rodinia, voilà un petit peu comment elle était. Donc là aussi, où sont les roches qui nous intéressent? Eh bien, elles sont là, tout simplement. Les roches qui sont là, vous reconnaissez ici la Bretagne, tout simplement. C'est un morceau de la Bretagne. Il fallait bien chercher, j'ai cherché un moment. Hein. Donc elle était là, la Bretagne, tout simplement. Hein.
Ils ont tout simplement placé sur la carte toutes les roches datées à cette époque-là. Ils ont essayé de les placer les unes par rapport aux autres en fonction de leur affinité chimique et de leur position par rapport aux paléolatitudes. Vous imaginez un petit peu le boulot. Ainsi, on a pu repositionner notamment les continents il y a 1 milliard d'années, continents qui sont rentrés en collision et qui ont formé des supercontinents. Ici, vous avez la Rodinia, donc. Et comme je vous l'expliquais, qui dit supercontinent dit accumulation de chaleur sous ce supercontinent et donc dislocation sous l'effet donc avec d'énormes dorsales qui vont déchirer tout ça et qui vont former bien sûr de nouveaux continents plus petits. À l'époque, la Bretagne est ici, hein, pour vous situer. On est quasiment au pôle sud, donc c'est assez intéressant. C'est l'époque où va se former l'orogenèse panafricaine, chère à René. Hein. L'orogenèse panafricaine qui a associé les différents cratons africains, attendez, on n'a pas les croutons, les cratons. Les cratons sont des vieilles croûtes continentales. Vous direz, bon, passons. D'accord. Pas de commentaires. Et ça a formé le continent africain, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, on revient sur un schéma connu, que je vous ai déjà passé 15 fois, mais bon, j'aime bien le recyclage. Donc la Bretagne, elle est où, là, dans cette histoire? Elle est là. Elle est là. Elle est en bordure de la Rodinia. Donc, la Rodinia va se disloquer sous l'effet de l'accumulation de chaleur, évidemment, et des blocs vont commencer à se séparer, entraînant la séparation du continent Sibéria et Laurentia, et donc tout ceci va peu à peu remonter vers le nord. Un océan s'ouvre, l'océan Iapetus, excusez-moi les noms compliqués, hein. Donc Iapetus est ici, la Bretagne à l'époque elle est ici, hein. On est encore dans l'hémisphère sud à cette époque-là, nous sommes il y a 500 millions d'années, ici, et puis les continents vont peu à peu migrer. L'océan Iapetus va passer en subduction à terme, c'est toujours la destination des océans à terme, de passer en subduction. Donc il va peu à peu se refermer avec la formation de chaînes de montagnes. Alors là, c'est la chaîne cataconienne qu'on trouve en Amérique